Alors, je suis avec Sophie Vigée qui m'a confié, moi, j'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire dans la vie. D'ailleurs, je ne sais toujours pas. En fait, c'est une façon de nous expliquer que l'informatique est ouverte à énormément de profils très variés. Aujourd'hui, Sophie Vigée est la directrice générale de 42, ça date de 2018. Et vous racontez même qu'à l'époque, quand vous avez osé envoyer votre mail à Xavier Niel, eh bien, vous aviez au dire de tous le profil parfait, puisque vous étiez déjà à la tête de 3 écoles, des écoles du numérique, et vous n'étiez pas sûre d'être tout à fait parfaite pour ce nouveau job. Oui, c'est souvent une problématique dite féminine, c'est qu'on a besoin d'avoir 100 voire 120% des compétences pour se dire qu'on est légitime pour pouvoir candidater. Et j'avais juste, enfin, je pense que je cochais à peu près toutes les cases, certainement même, en tout cas visiblement, mais je parlais pas parfaitement anglais. C'était mon inquiétude. Voilà, et maintenant vous êtes complètement fluente. J'ai beaucoup progressé. On va quand même faire cette interview en français. Donc, vous avez dirigé, je disais, 3 écoles, la Web Academy qui a été fondée par l'Epitech, une pionnière aussi dans la formation des informaticiens, Zubdeco, la Coding Academy, et vous vous retrouvez à la tête de 42 à un moment où l'un de ses cofondateurs finalement s'en va, et il y a beaucoup de choses à faire. Oui, il y a énormément de choses à faire. Enfin, déjà, c'est une école qui est à la base merveilleuse. Dans son ADN, elle porte déjà tout cet aspect social et tout cet aspect excellence. Oui, c'est un concept véritablement unique. C'est un ovni qui arrive dans l'enseignement du développement informatique. Hein. Complètement. Ça fait beaucoup de bruit d'ailleurs à sa sortie. Peut-être rappeler les faits principaux, c'est que c'est d'abord une école qui est ouverte à toutes et à tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de condition de diplôme. Vous pouvez venir sans avoir le baccalauréat. Il n'y a pas de condition d'âge. Vous pouvez avoir 57 ans et venir vous former à 42. Et il n'y a pas non plus de conditions financières. L'école est complètement et entièrement gratuite. Il n'y a pas de frais cachés. Donc, c'est-à-dire qu'on ouvre vraiment l'école à absolument tous les profils. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est certainement la pédagogie innovante qu'on met en œuvre, qui est une pédagogie dite peer-to-peer ou pair à pair. Et alors ça, c'est, je crois, ce qui est de plus déstabilisant, parce qu'on a tous été habitués à l'école à avoir un professeur qui nous expliquait quoi faire, quoi apprendre, comment l'apprendre. Un maître, même. Exactement. Et bien là, pas du tout. L'apprentissage se fait en collaboration. Donc, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de classe, vous n'avez même pas de MOOC, ni rien de cet ordre-là. Donc, c'est vous-même qui allez essayer de trouver comment résoudre les exercices qu'on va vous proposer. Et c'est une analogie avec le peer-to-peer, qui est la technologie de pair à pair. Donc, c'est vraiment un concept qui a voulu s'approprier les codes du numérique, d'Internet, ultra collaboratif, se l'approprier pour l'enseignement dans le monde réel. Est-ce que ça fonctionne? Vous allez me dire que oui, mais est-ce que ça a dû quand même évoluer depuis le concept de départ face à la réalité? Alors, il y a des choses qui ont évolué. En revanche, la pédagogie, le système pédagogique n'a pas évolué. On est toujours sur du pair à pair. Oui, ça fonctionne très bien. Mais vous n'avez pas besoin de vous fier uniquement à mon avis. C'est tout simplement qu'on a 100% d'embauche. Donc, en tout cas, l'objectif qui est de mettre les personnes en emploi fonctionne parfaitement. Après, il y a des choses qui ont évolué, bien évidemment. Sur les aspects vraiment techniques, pédagogiques, on a fait évoluer ce qu'on appelle le tronc commun. C'était dans le cadre du développement à l'international. On a fait en sorte que toutes les personnes qui rentraient à 42 allaient voir absolument, on va dire, le panel le plus large possible des technologies de l'informatique, c'est-à-dire de l'algorithmie, de la programmation IoT-objet, du développement continu, ce que c'est que le réseau et comment ça fonctionne avant de faire un gros projet web. Donc c'était avoir vraiment des bases hyper solides du développement. Oui, et s'ouvrir absolument à tout. C'est très important parce que tous les domaines informatiques vont se retrouver à un moment donné ou à un autre lié avant de pouvoir ensuite procéder à l'ensemble des spécialisations qu'on propose qui couvrent à peu près tous les domaines de l'informatique. Et alors, j'ai ouï dire que pendant la période de confinement, c'était pas si simple pour une école de développeurs de s'adapter à la distance, en fait. Hein. Alors, en fait, bien sûr, l'outil informatique permet de s'adapter à la distance, puis on l'a bien vu, heureusement qu'il y avait ces outils-là pendant la période de Covid, mais en fait, la pédagogie, elle est basée sur le faire ensemble, sur travailler ensemble. C'est très important parce que justement, cet élan permet justement de permettre à des profils qui ont peut-être des difficultés, un manque de confiance en soi, de pouvoir s'avancer, se projeter, excusez-moi, et d'être emmené par ce système, par ce collectif. Donc, on avait tout fait techniquement pour qu'on ne puisse pas se corriger de l'extérieur, puisque les élèves se corrigent entre eux. Ouais, c'est un moment très important, d'ailleurs, de la partie apprentissage. Et donc, on avait tout fait pour obliger les gens à venir sur place. En fait, être dans une bulle, c'est ça? Tout à fait. Mais c'est pas vraiment la bulle, c'était surtout obliger les personnes à être ensemble, à travailler ensemble, à réfléchir ensemble. Et vous savez, comme ils sont... il n'y a pas des cours, c'est pas seulement le fait d'être devant l'ordinateur
heures tout le temps en train de réfléchir, c'est aussi tous les moments que vous allez passer, ce qu'on appelle le socio-constructivisme, à côté, le moment à la machine à café, le moment où vous allez vous reposer, déjeuner, échanger. Tous ces moments-là ont aussi du sens, créent des liens, et c'est des moments aussi où votre cerveau va se mettre à réfléchir en fond à une problématique et dire « Ah, en fait, ça y est, j'ai une nouvelle idée, je vais retourner sur mon ordinateur et je vais essayer quelque chose d'autre. » Alors, vous m'avez dit que c'était une école qui marchait bien sur ses deux jambes, à savoir le social et l'excellence. Mais quelle est la réalité aujourd'hui des chiffres sur cette mixité, cette diversité qui est appelée des vœux de Xavier Niel au départ quand il a fondé l'école? Tout à fait. Alors, la mixité, elle fonctionne de mieux en mieux. On a fait de nombreux efforts. C'est vrai qu'au départ, on était plutôt sur la moyenne qui existe dans ce type d'école. On était sur 7% de femmes en 2013. En 2018, à mon arrivée, il y avait à peu près 14% de femmes. On a vraiment, avec les équipes, mis en place énormément d'actions. On a mis des moyens, on a mis de la volonté, on a mis du courage. Et on arrive aujourd'hui, en étant passé par 21% il y a 2 ans, 26% l'année dernière. On va avoir à peu près cette année, je pense, 35-36% de femmes, ce qui est énorme par rapport aux chiffres que vous pouvez avoir dans le domaine professionnel du numérique. À savoir, il y a à peu près 30% de femmes dans le numérique, mais beaucoup sur des domaines support, le marketing, la communication, le graphisme. Si vous allez vraiment sur des domaines techniques, on va tomber sur du 10-15%. Donc là, on a fait une véritable performance. On est très fiers, on est très contents. Et ça profite et bénéficie à tout le monde, y compris bien évidemment à 42. Vous dites que c'est plus une minorité finalement aujourd'hui, les femmes. Et sur la partie sociale, comment vous pouvez mesurer l'impact qu'a 42 aujourd'hui? Alors, vous le notez très bien, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas compter exactement les personnes, par exemple, de différentes origines. Mais on sait qu'il y a un lien malheureusement très fort, en fait, entre la capacité d'aller vers des études supérieures et le milieu social d'où vous venez. Ça a été pointé par le rapport PISA, particulièrement en France, où on n'est pas très, très bon dans ce domaine. Et on sait qu'on a 35% de personnes qui n'ont pas du tout de diplôme. Donc, on peut voir qu'il y a une corrélation très forte. Et on sait de toute façon, par nature, comme on permet évidemment l'accès à des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer une grande école, qui n'ont pas nécessairement le baccalauréat, on sait qu'on a un public très varié. Bon, après, il suffit d'aller se promener dans 42 pour voir que vous avez une diversité. C'est notre force aussi, qui est extraordinaire. Vous avez vraiment, on a 69 nationalités, on a toutes les origines sociales, vous avez tous les âges, toutes les couleurs, toutes les religions. Et c'est ça qui fait une force extraordinaire. Parce que plus vous avez de diversité, plus vous allez être capable, bien évidemment, de pouvoir répondre de manière plus complexe à des problématiques qui vous sont proposées. Oui, c'est ce qu'on explique souvent avec l'intelligence collective, qu'elle est Exactement. beaucoup plus forte quand on a de la diversité dans un groupe. Au-delà d'une école, c'est un campus et c'est un projet aussi de quartier dans lequel vous avez grandi, je crois, les Épinettes. Oui, tout à fait. J'étais dans un HLM pas très très loin, rue Bessières. Parce qu'il y a le concept NOC 42, donc Not Only a Campus, Tout à fait. 42, donc qui vise en fait à créer des logements pour ces étudiants. Oui, exactement. Alors, c'est plutôt des dortoirs. L'idée étant surtout que pendant la période de sélection, alors on n'en a pas parlé, je sais que la piscine, ça fait beaucoup de bruit. Ils dorment souvent sur place, non, paraît-il? Alors, ils ne dorment pas sur place. Où ils dormaient alors? Ils dormaient sur place, ils ne dorment plus sur place. C'est vrai que cette piscine, en fait, donc c'est comme on est une des meilleures écoles au monde, qu'on n'a pas de conditions de diplôme, de conditions financières, c'est vrai qu'on a énormément de candidatures, qu'on doit bien sélectionner par un moyen, et on a choisi d'avoir un moyen qui permet de tester la motivation et le potentiel. Donc c'est un concours, en fait. C'est une forme de concours, mais c'est un moment extraordinaire. Vraiment, j'en veux pour preuve tous les témoignages que j'ai. C'est 26 jours, et c'est 26 jours pendant lesquels les étudiantes, les candidates et les candidats vont apprendre à coder en C et surtout tester un peu la pédagogie 42. Donc c'est une période merveilleuse, on se fait les meilleurs amis du monde, on en apprend beaucoup sur soi aussi, on renoue avec sa responsabilité dans l'apprentissage, et puis c'est marrant, au bout d'un mois, ils veulent pas partir. Mais donc, même si la formation est gratuite, vivre sur Paris, ça a un coût, et c'est un coût qui est assez élevé. Donc c'est la raison pour laquelle aussi on a voulu avoir des possibilités de logement pour les candidates et aussi parfois pour les étudiantes étrangers, etc. Donc c'est non seulement des logements pour nos étudiantes, mais c'est aussi en effet un lien qui est très beau et très chouette avec le quartier, puisqu'il y a une épicerie solidaire qui permet d'avoir accès à des produits de qualité, circuits courts, bio, etc. pour des personnes qui justement ont des faibles revenus. Il y a aussi un café associatif où vous allez pouvoir croiser des étudiants de 42, des personnes du quartier. On va mélanger tout ça. Et puis, on a une salle de spectacle dans laquelle on veut faire du spectacle émergent, de qualité, totalement gratuit. Donc, un accès à la culture gratuit
pour les habitants du quartier et pour nos étudiantes et étudiants. Et on pourra payer en crypto-monnaie dans l'épicerie. Alors, évidemment, c'est 42. C'est ça. C'est surtout qu'en fait, on a mis en place un système. En fait, c'est un hackathon qui a été gagné par les étudiants, qui permet en fait aux étudiantes et aux habitants du quartier de s'inscrire sur des créneaux pour donner de leur temps. Et en échange, ils gagneront des NOC, des Not Only Coins, qu'ils pourront dépenser en effet à l'épicerie solidaire. Et c'est Adrien Raoult, le même architecte de 42 Paris, on va préciser, puisqu'il y a plusieurs 42. Et pour NOC 42, vous avez choisi le même architecte. Mais oui, on s'entend très bien. Ouais. On travaille très très bien. Il est fantastique. Et on va même faire avec lui un projet pour agrandir 42 pour accueillir le double d'étudiantes et d'étudiants. Alors, donc, renversement total de la manière dont on envisage la pédagogie, l'enseignement. Alors, on se dit naturellement, mais pourquoi ne pas essayer de pousser ce modèle au sein de l'éducation nationale, qui visiblement est à la peine aujourd'hui pour réussir à attraper la curiosité, l'attention des jeunes et en particulier à former sur le numérique. Ouais, ça c'est une vraie difficulté. Donc il y a plusieurs sujets. Il y a en effet celui de la formation sur le numérique. En fait, je me suis permis d'approcher Blanquer directement et de voir avec lui. En fait, il y a un énorme défi à relever. L'apprentissage du numérique, ça a été raté dans les années 80. Il faut vraiment s'y mettre absolument maintenant. On voit bien que la plupart des emplois qualifiés nécessitent aussi des compétences en informatique. Donc l'idée n'est pas d'aller former. L'Éducation nationale avait déjà passé une tête à 42, connaissait l'établissement Alors, je ne crois pas, non, je ne sais pas. Non, les ministres précédents avaient passé une tête. Après, là, il y a eu toute la période de Covid, donc ça n'a pas été vraiment une période très propice à la réception de personnalités. Mais donc, comme il y a un énorme défi à relever, on ne peut pas non plus former des milliers, des dizaines de milliers de professeurs d'informatique. Tout ça, ça a un coût. Donc, l'idée, c'est de proposer une solution, déjà, qui était une solution entièrement gratuite pour l'éducation nationale, qui était une solution basée sur le fait qu'il y a des ordinateurs, des tablettes, normalement dans toutes les écoles républicaines. Et puis, on a voulu viser le cycle 3, c'est-à-dire les CM1, CM2 et 6e. Pourquoi ? C'est-à-dire pour pouvoir très tôt permettre à des publics qui s'imaginaient peut-être pas s'orienter vers ces métiers-là, de déclencher peut-être des vocations. Je pense à des familles, par exemple, dans lesquelles il n'y a pas nécessairement de compétences numériques, dans lesquelles il n'y a peut-être même pas de matériel numérique. Il faut voir que ça fait un décalage qui est énorme. On est dans une société où tout se fait maintenant numériquement. Donc, il faut vraiment que les citoyens soient en capacité d'exercer leur citoyenneté correctement. Je pense aussi c'est pas aux femmes. Juste de dire il faut qu'on apprenne tous à coder. On n'a pas forcément besoin tous de programmer, finalement, en informatique. Mais en revanche, comprendre comment fonctionne cette société numérique. Exactement. Ça, c'est essentiel. Et il n'y a pas que la programmation. C'est l'objectif du programme donc vous lancez là, en septembre, qui s'appelle Iota. Iota. Tout à fait, c'est cet objectif-là. L'objectif n'est pas uniquement d'apprendre l'algorithmie et le code, c'est vraiment de comprendre comment fonctionne le numérique, comment je gère mon image sur le numérique, comment je cherche des informations, comment je vérifie si celles-ci, elles sont justes, si elles ont été manipulées, pour justement éviter un peu un monde de fake news. Donc c'est toutes ces compétences-là. Ça va se faire avec les maîtres, parce que ça se passe en primaire, du CM1 jusqu'à la 6e. Ouais. Ça va se faire avec les maîtres et les maîtresses à l'école. Comment ça va s'organiser pour que ça ressemble un peu quand même à du 42 ? Alors, tout à fait. Le rôle des maîtres et des maîtresses est quand même important parce qu'ils vont d'abord paramétrer. Donc, c'est un intranet qu'on propose. Ils ont tout à paramétrer. Puis, ils ont à suivre évidemment leurs écolières et leurs écoliers, les accompagner, animer, etc. En revanche, c'est vrai que la formation se fera de telle sorte que ce sont ces enfants qui vont entre eux travailler, qui vont apprendre les uns avec les autres, qui vont se corriger les uns les autres. Et non seulement... Ça prendra la forme de quoi ? C'est comme un cahier de vacances numérique ? Alors, il y a des parties qui sont en effet non connectées, il y a toute une partie qui est un intranet, en fait, qui est un intranet sur lequel ils vont découvrir des planètes, s'aventurer. Il y a même des exercices où ils doivent absolument aider les autres, parce que si tout le monde n'est pas arrivé au même endroit, ça ne débloque pas certaines parties. Donc, il y a un côté un petit peu gamifié. Mais surtout, on va tester... On a 30 classes témoins, 30 classes tests. On va non seulement tester les compétences cognitives, bon, il apparaît assez évident que normalement elles vont se développer facilement, mais aussi les compétences non cognitives. On travaille avec l'équipe de Camille Terrier, qui vient du MIT, qui est à Lausanne, et on va tester, est-ce que sur ces enfants, le fait d'avoir appris par cette forme de pédagogie-là, ça va développer chez eux peut-être plus de pugnacité, plus de capacité d'entraide, de solidarité, d'être peut-être moins sensible aux stéréotypes. Voilà, on va tester tous ces éléments. On verra bien, on a bon espoir en tout cas. Quand est-ce qu'on aura les résultats ? Dans 1 an, en tout cas sur la première tranche, mais c'est une expérimentation qui va durer sur 3 ans.
Le code, pour revenir quand même au sujet principal de 42, il ouvre la porte vers quoi? Parce que vous expliquiez qu'on peut avoir des profils très variés, très différents. Le bac, pas le bac, on s'en fiche. Pourquoi pas d'autres études? On peut même avoir, vous disiez, 57 ans et se mettre à coder. Mais derrière, ça ouvre la porte à quoi? À quel métier? C'est très large. En fait, vous avez le panel de tous les métiers qui sont liés au développement et à l'informatique, puis vous en avez aussi qui sont un petit peu affiliés et peut-être un peu plus lointains. Donc, vous avez tout ce qui est tout simplement traditionnellement développeur, donc développeur front-end, back-end, full stack. Vous avez du développement, vous pouvez faire du développement pour faire des sites internet. Vous avez des idées d'applications, vous allez pouvoir développer vos applications, ça vous rend extrêmement autonome. Vous pouvez faire du développement, ça s'appelle de l'embarqué, dans des Boeing, sur des voitures. Vous pouvez travailler dans la cybersécurité. Vous pouvez travailler dans l'intelligence artificielle. Vraiment, ça attire beaucoup les femmes, particulièrement l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le deep learning, le machine learning. Voilà, vous avez tous les métiers qui sont liés au code, mais surtout, vous avez tous les secteurs d'activité qui sont possibles. Vous pouvez travailler dans la mode, vous pouvez travailler dans la banque, vous pouvez travailler dans l'éducation, vous pouvez travailler dans l'agriculture. Tous les métiers sont bien sûr infiltrés par ces domaines-là. Je vous pose cette question parce que c'est quand même souvent une des problématiques, notamment pour les jeunes filles, c'est de se dire, mais au final, le métier que je vais avoir avec cette capacité à coder, est-ce qu'il va être si intéressant? Est-ce que je vais pouvoir aller dans le milieu un peu plus... je sais pas, j'allais dire sexy, mais bien sûr, que le développement d'applications. D'abord, vous allez dans tous les milieux, et puis surtout, ça ne ressemble pas à ce qu'on croit. C'est terrible parce qu'en fait, il y a une sorte de croyance à quoi ça va ressembler, qu'est-ce que c'est. Moi, quand j'arrive à faire venir des femmes, particulièrement par Pôle emploi, que je remercie, elles viennent, elles sont par 300, on leur fait découvrir ce que c'est et comment elles vont faire, comment elles vont apprendre. Après, c'est vrai qu'à 42, on est vers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elles peuvent aussi organiser leur apprentissage, qui est quelque chose qu'elles apprécient énormément, mais souvent, elles s'aperçoivent que c'est incroyablement ludique, c'est hyper intéressant, on travaille avec plein de personnes, on réfléchit sur un projet, c'est pas seulement écrire des lignes de code, il y a vraiment de l'innovation, de la créativité, et ça développe la créativité. Et souvent, on s'imagine que c'est des maths, c'est pas nécessairement des maths. Si vous faites de l'intelligence artificielle, vous allez devoir appliquer certainement des mathématiques, mais c'est pas nécessairement ça. Il faut pas oublier que c'est un langage informatique. Donc, avec de la langue, vous allez pouvoir créer des choses. C'est comme si vous décriviez des choses. Donc, c'est très satisfaisant, en fait, comme métier. Et on travaille avec beaucoup de personnes. On peut travailler partout. C'est très flexible. C'est incroyablement bien payé. Nos étudiants, leur premier salaire, c'est quand même 40 000 € brut. Comme début de carrière, c'est quand même très bien. Il y a des opportunités merveilleuses et on peut travailler dans de très nombreux pays. Et vous disiez 100% d'embauche à la sortie de l'école 42. Mais c'est vrai qu'on a besoin beaucoup de voir des rôles modèles, de vous voir aujourd'hui. C'est gentil, merci. Ça en fait partie. Merci beaucoup pour avoir accepté cette interview. Je voulais qu'on termine sur le développement. Demain, 42, c'est quoi? C'est le développement à l'international surtout qui va se jouer? Alors, pas seulement, mais oui, c'est vrai qu'on a beaucoup lancé le développement à l'international. Il faut voir que c'est vraiment... la devanture, c'est pas le bon terme, mais c'est vraiment un projet, un objet français qui se répond à l'international et qui porte aussi, je trouve, des valeurs françaises. Parce qu'il y a non seulement l'excellence, c'est vraiment une formation d'excellence, on pousse très 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 loin de nombreux domaines, c'est une formation très sociale, un modèle social qui est très fort, qui est basé sur la solidarité, basé sur l'entraide. Il y a une éthique très forte dans 42 qui vraiment dit que chaque personne est différente et c'est ça qui fait sa richesse et qu'elle doit être considérée comme notre égale. Est-ce que c'est un modèle qui marche partout? Parce qu'on a l'exemple de la Silicon Valley qui a accueilli plutôt froidement l'arrivée de cette... C'est un modèle qui fonctionne partout. On est dans 35 campus, dans 22 pays. On va du Brésil on est en Australie, on est au Japon, on est en Corée. Ça fonctionne absolument partout et ça fonctionne aux États-Unis. C'est juste la manière dont ça a été introduit aux États-Unis qui a fait que ça n'a pas fonctionné. J'étais pas là à l'époque, mais je pense qu'il est très important que ce soit quelqu'un qui vient de la localité, qui connaît son écosystème, qui crée ce campus. Mais là, on est partout. On est en Afrique, on est en Europe. Alors, vous pouvez l'adapter. Je pense, pour faire très très court, aux États-Unis, l'argent est une valeur. Quand vous arrivez avec une formation en disant c'est complètement gratuit, c'est-à-dire que ça n'a pas de valeur. Si ça avait été marketé, par exemple, en disant la formation coûte 70 000 $ chaque année, mais si vous réussissez la piscine, la fondation Xavier Niel prendra en charge votre formation, ça donne en fait un repère, tout simplement. Ça ne changera rien à la méthode d'apprentissage, ça ne changera rien au reste, mais la manière de le présenter peut avoir bien sûr un impact.
Alors, il nous reste juste le temps nécessaire pour terminer ce grand entretien avec l'interview express. Là, je vous pose une question très courte, c'est un peu Très plus bien. personnelle, si vous pouvez répondre Parfait. de manière un peu plus personnelle. Je vous lance sur un mot. Le premier, c'est vos rêves, Sophie Vigée. Mon rêve, ce serait de faire que justement 42 se développe vraiment dans le monde entier et qu'on arrive à insuffler dans le domaine de la tech toute la partie éthique dont je vous parlais. Et qu'on arrive à avoir des échanges aussi plus larges et plus grands entre, bon, là c'était difficile avec le Covid, mais entre les étudiants et arriver à développer toute cette solidarité, cette entraide. Et vos peurs? Peur que ça ne se réalise pas, parce qu'il y a des freins certainement chez l'humain, parce que, bon, alors là, ça nous emmènerait très très loin, et parce qu'on est toujours basé sur des formes d'échelle hiérarchiques, avec des gens en haut qui s'attribuent plus de récompenses, plus de richesses au détriment de ceux qui sont en bas. Arriver à quelque chose d'un peu plus équitable, voilà, ça va peut-être pas être facile. Est-ce que vous avez une idée fixe? Oui, aider les autres, je crois. J'essaie toujours d'apporter mon aide. Ouais. Et le futur dans notre société, vous l'imaginez comment? Alors, ça dépend à quelle échelle. Et puis, ça dépend des jours. Il y a des jours, je suis plutôt pessimiste. Il y a des jours, je suis plutôt optimiste. Mais ce qui est certain, c'est qu'on doit aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus flat, en fait, avec plus d'entraide, comme je vous le disais, plus de solidarité. Malheureusement, voilà, ça va peut-être passer par, tout comme d'habitude, des périodes très conflictuelles où il faut falloir remettre les choses à plat. Voilà, j'espère que l'informatique pourra nous aider, en tout cas, à résoudre les problématiques qui sont devant nous. Merci beaucoup, Sophie Vigée. Merci Je rappelle que vous êtes la infiniment. Passez une très bonne directrice générale de 42. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est le grand rendez-vous dans l'espace. On va parler des startups de l'espace. Nous, on se retrouve lundi, évidemment, pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.